comme l'a dit Nicolas, j'ai pu soutenir mon mémoire en septembre dernier, qui a porté sur les ateliers verriers de la forêt royale de Grésines. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être vous faire un petit rappel sur ce qu'est le verre, tout simplement. C'est une association de 3 éléments qui font sa composition, puisque c'est un matériau de synthèse. Ces 3 éléments sont la silice, qui est présente dans la plus grande proportion, un stabilisant qui donne de la résistance et de la brillance au verre et qui prend souvent la forme de chaux. Et le 3e élément, c'est un agent sodique ou potassique qui permet d'abaisser la température de fusion de la silice, qui est initialement à 1710 degrés, à 1300 degrés, ce qui correspond aux capacités de chauffe des ateliers verriers artisanaux. À cette composition sont ajoutés des agents colorants, éclaircissants ou opacifiants. Donc, les ateliers, ils sont implantés en forêt dans une logique de proximité au combustible et aux matières premières. Je vous ai mis ici, si vous voyez ma souris, vous ne voyez pas ma souris. Non, c'est pas grave. Non, oui, c'est pas grave. Donc, la photo d'en bas, je vous ai mis un exemple d'atelier, de four forestier. C'est celui du Pêche de l'Aigle qui a été fouillé en Grésines. Donc, les ateliers ils sont composés d'un four à fusion que vous avez ici en bas, d'un four de recuit qui permet le refroidissement progressif des pièces finies et d'un espace de travail où on trouve un banc pour les verriers ainsi que leurs outils qui sont proposés. Et l'ensemble est recouvert d'une halle. Donc, je vais passer rapidement sur le contexte géographique parce que Bernard Allais vous a situé la forêt de Grésines tout à l'heure. Donc, ici, je vous ai mis une vue aérienne. Et maintenant, je peux passer à la présentation des bases de la recherche. Merci. Ça va. Merci. Donc, pour commencer notre recherche, il a fallu établir une base des connaissances. Donc, pour ça, j'ai commencé à consulter l'historiographie qui se découpe en 2 grands groupes, l'historiographie locale et l'historiographie générale. Donc, dans l'historiographie locale, on peut compter 4 ouvrages principaux. Le compte-rendu des seules fouilles qui ont été menées en Grésines de Delpech et Farin, donc sur le site du Pêche de l'Aigle que je vous ai montré. Des éléments de synthèse avec les ouvrages de Raymond Granier et de Bernard Pajot, qui tiennent des propos assez généraux et qui présentent un peu de mobilier, ainsi que des listes des ateliers de leur chronologie. Et enfin, le travail de Dominique Guibert, donc mon collègue, qui est généalogiste et qui a retracé l'histoire des individus verriers. Pour ce qui est de l'historiographie générale, j'ai pu m'appuyer sur 3 ouvrages principaux. Celui de Tristan Besser, qui a travaillé sur la Haute-Auvergne, celui d'Isabelle Commandré, qui a travaillé sur le Bas-Languedoc, et Daniel Foy sur la Provence. Donc, ces ouvrages d'historiographie plus générale, comme je l'appelle, ce sont des essais sur le même artisanat sur lequel je travaille, mais dans des régions voisines, ce qui a permis d'apporter des éléments de comparaison pour la région de la Grésine. Donc, en plus de l'historiographie, j'ai pu consulter un certain nombre de sources. J'ai d'abord pu voir les fonds de la réformation de Froidour, qui sont un ensemble de documents juridiques à l'occasion d'une opération de régularisation des consommations de bois dans la forêt royale. Donc, ça regroupe des actes de vente de coupe de bois, des auditions de gardes forestiers sur les délits commis dans la forêt, des autorisations de création d'ateliers et qui regroupe un certain nombre de cartes anciennes que je vous présenterai après. J'ai aussi pu voir des actes notariés qui citent des verriers avec leur localisation et quelques éléments de date. Et pour finir, une des sources qui a été très intéressante, ça a été les rôles de capitation du diocèse d'Albi. La capitation, c'est un impôt par foyer. Donc, selon la composition du foyer, on est plus ou moins taxé. Et quelques verriers apparaissent dans ces registres. Et donc, ça m'a permis d'appréhender le niveau de vie des verriers. Alors, pour ce qui est des cartographies, de la cartographie ancienne,
Ce sont aussi les fonds de la réformation de Froidour. Vous avez ici une carte des grands triages de la forêt. Je vous expliquerai ce que c'est après les triages. Et on y retrouve des verreries qui sont représentées. Donc, on a des éléments de localisation qui sont rares mais précieux. Ici, je vous ai mis, je pense, dans une mauvaise qualité, en bas à droite, la verrerie de Mespel. Donc, on a quelques éléments d'iconographie aussi. Il y a 3 petits bâtiments qui sont représentés. Donc, ça nous donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler ou comment était représenté, en tout cas, un atelier verrier pour leurs contemporains. Donc, les sources et l'historiographie ont permis de produire un premier élément synthétique qui reprend la chronologie donnée, qui semble s'étendre du 15e au 19e siècle. Donc, j'avais produit ce... Vous ne voyez pas ma souris? J'appuie sur le... Oui. Donc, vous voyez ici, les premières dates, elles sont du 15e siècle et ça se finit au 19e. Donc, ça, c'est les chronologies données par l'historiographie. Donc, j'ai pu produire aussi un autre élément de synthèse qui est une carte avec la vérification des toponymes donnés sur des cartes actuelles. J'ai pu avoir une vision du paysage verrier. Donc, on voit tout de suite que la majorité des ateliers se situent sur les pourtours à la lisière de la Grésine, ici. Et seulement 2 ateliers au centre, le Pêche de l'Aigle et la Tour du Rau, qui sont dans les bois, mais dont les preuves archéologiques amènent à penser que ce sont des ateliers plus tardifs. Alors ensuite, pour commencer vraiment dans le vif du sujet, la recherche historique, l'étude documentaire a permis de recontextualiser les verriers de Grésine dans un contexte régional. Ils appartiennent à un corps de noblesse qui est régi par la charte de Sommières qui a été dictée par Charles VII en 1445. On y trouve les obligations et les devoirs auxquels sont soumis les verriers. Donc, par exemple, une obligation de descendance noble. On ne peut être verrier que si on provient des 2 côtés de la famille de famille noble. Ils ont un privilège de justice et ils sont tenus de se rassembler régulièrement en assemblée générale. Et on a pu voir que ces assemblées se sont tenues à peu près tous les 10 ans. Les verriers s'y font représenter par leur syndic et les assemblées se déroulent à Sommières. Donc ensuite, différents aspects de l'identité des verriers ont pu être abordés. Donc le tableau ici regroupe les 8 noms de famille qui reviennent de manière récurrente dans les documents et dans l'historiographie. Et j'ai relevé parmi l'ouvrage de Dominique Guibert et de Tristan Besser les dates des arrivées des familles dans la forêt, ainsi que leurs origines géographiques. Donc, comme il y a peu de noms de famille, les homonymes sont très nombreux et les individus se sont démarqués par l'ajout d'un titre à leur nom. Donc, le graphique qui est en haut ici reprend les titres portés par des individus de la famille de Robert et on observe que 3 d'entre eux portent le même titre. Ces titres font souvent référence à une origine géographique qui peut être du coup partagée par une même famille et transmise de génération en génération. Les 3 individus qui sont les sieurs d'Angély sont 3 générations d'affilée. Pour ce qui est des alliances matrimoniales, toujours en m'appuyant sur le travail de Dominique Guibert, je me suis interrogée sur la nature de ces mariages, puisqu'ils ont cette obligation de filiation noble. Je me suis demandé, est-ce que les familles ne se marient qu'entre elles? Bien, la réponse est non, parce que pour tenter de répondre à cette obligation et dans une stratégie économique, la grande majorité des mariages que vous avez en bleu dans le graphique résultent des alliances des verriers avec des familles nobles locales issues de la bourgeoisie des agglomérations avoisinantes. Pour poursuivre, on a aussi démenti l'idée répandue que tous les verriers de Grésine étaient protestants. On a certes différents documents nécrologiques qui attestent de la présence de protestants, mais on a aussi d'autres types de documents qui prouvent la présence de catholiques. Donc ici sur la carte, vous voyez que les protestants qui sont en rouge, ils sont plutôt situés sur la lisière nord de la forêt,
ce qui pourrait être en lien avec la proximité des lieux de culte protestants, parce que je pense au temple de Bruniquel, au désert de Montauban ou à Saint-Antonin de Nambleval, et les catholiques qui sont plutôt au sud. Et donc, on a un document intéressant qui est une autorisation d'établissement de Verrier en 1684 pour 2 sieurs verriers qui sont dits clairement catholiques, qui exerçaient à Haute-Serre, que vous avez ici, et Lissard. Et dans le document, on nous dit que ces lieux étaient remplis de protestants et que la cohabitation était presque impossible, tu pourras le confirmer. Et donc, qu'à ce titre, ils ont le droit d'installer leur propre verrerie pour être à l'aise, si on peut dire. Grâce à des mentions répétées d'un même individu à plusieurs ateliers, on a observé que les verriers sont très mobiles. J'ai fait ici une carte qui essaye de recenser les mouvements des verriers sur les ateliers. Donc, c'est un document qui mérite d'être regardé plus longuement. Je pense qu'il est assez riche. On observe qu'ils entretiennent des relations professionnelles. Ils sont cités souvent par 2 sur le travail d'un atelier. Et on a aussi un document de procès d'un maître verrier contre son ouvrier, qui sont tous les 2 issus de familles verrières. Et le sujet du procès, c'est que l'ouvrier, qui est Foulaquier, si je ne me trompe pas, a brisé un mortier pendant son travail. Donc, je comprends creuser, si tu confirmes. Et cette casse, elle entraîne la chôme de la verrerie pendant 1 semaine. Et ce pourquoi il est tenu responsable et devra se dédommager de la brisure du mortier. Donc, ça atteste à la fois des relations professionnelles qu'ils peuvent avoir entre les verriers et de l'importance de leur matériel. Donc, je reviens sur les captations dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, j'ai essayé de synthétiser les données échantillonnées sur 2 années, celles qui représentaient le plus d'individus, et de montrer leur taux d'impôt. Et on voit tout de suite qu'il y a une grande hétérogénéité. On a quelques individus qui sont taxés à 9 livres, tandis que d'autres sont acquittés. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'il y a des commentaires. Pour les personnes acquittées, c'est souvent à cause de la misère. Et il y en a qui ont même vu leur famille partir, donc ils sont exemptés pour ce motif-là. Donc c'est vraiment intéressant comme document et ça mériterait d'être peut-être creusé. Mais bon, j'ai essayé d'avoir une vision synthétique et globale. Et enfin, l'étude documentaire, elle a permis aussi d'appréhender quelques éléments de la fabrication du verre. Donc, les 3 ressources nécessaires à la composition du verre que je vous ai citées précédemment, on a pu voir qu'elles sont prélevées localement. Donc, le sol de la forêt de Grésines, c'est composé de grès, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, qui fournit la silice, qui est l'élément vitrifiant, et de nombreux vestiges de four à chaud parsèment la forêt, qu'on a pu repérer sur les documents LIDAR. Le fondant, lui, est amené du littoral méditerranéen qui se trouve à une 150aine de kilomètres sous forme de salicores. C'est des cendres d'une plante qui pousse sur le littoral, qui est très riche en soude. Et donc, cette cendre est utilisée comme agent sodique. Quelques actes notariés en relatent d'ailleurs des ventes et des achats par les artisans résineux. Pardon. Okay. Pour ce qui est de la consommation de bois, la réformation met en place un système de vente de coûts que les acheteurs doivent aller prendre dans une certaine zone de la forêt qui sont prédéterminées, soit les triages. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un découpage de la forêt et les acheteurs doivent aller prendre leur bois. Dans les actes, les quantités, le prix et la nature des lots sont donnés. La moyenne des quantités achetées est de 9,5 arpents, mais on ne sait pas sur combien de temps cette quantité est consommée. Donc, je peux passer à la deuxième partie de ma présentation qui est le travail de terrain, parce qu'on a pu mener plusieurs opérations de prospection pédestre et géophysique. Je salue mes collègues étudiants qui sont venus avec moi en forêt par cette occasion. Et on a aussi pu collecter du mobilier. Donc ici, vous avez des photographies de quelques éléments qu'on a pu récolter. Et on a pu voir que, certes, le verre de Grésines est en grande proportion bleu, mais à proportion presque égale, il est incolore aussi. Donc, on a une double production.
et aussi un peu de verre noir, ambré et blanc. L'étude typologique, elle met en avant une production de verre d'emballage, donc la flaconnerie des bouteilles, des XVIIe et XVIIIe siècles. On a aussi pu mettre la main sur des éléments exceptionnels. Donc cet objet qui est interprété comme une mesure ou une verseuse, mais plutôt une mesure, qui a été conservée presque entière. Elle est seulement sectionnée au niveau de l'ouverture ici. Elle est sectionnée horizontalement. Et sa conservation a été permise grâce à la transmission intergénérationnelle. C'est une famille qui me l'a prêtée. Un autre élément intéressant, ce sont ces deux estampilles qui proviennent du site de Litre et sur lesquelles sont représentés des éléments. Donc ici, vous avez un blason, vous ne voyez vraiment pas bien, qui possède un bandeau et 3 boutons et quelques lettrages, mais je crois que j'ai pu lire 2 lettres. Donc pour l'instant, son attribution, elle n'est pas très évidente. Et le deuxième, peut-être vous voyez bien, c'est l'initiale R. Donc, comme ce site il a été exploité par la famille de Suer en majorité, on se demande pourquoi cette initiale R, donc à creuser. Et je vous présente rapidement, peut-être parce que je suis peut-être à court de temps, ces éléments qui nous ont un peu étonnés, parce que c'est du verre à moitié fondu associé à de la céramique, ce qui pourrait témoigner d'essais techniques ou de la présence d'apprentis sur les ateliers. Alors, pour les opérations de prospection, le but était de retrouver le plus d'indices possible de la présence des ateliers, de pouvoir les localiser le plus précisément possible. Donc ici, vous avez quelques indices qu'on peut trouver. Le site de Laffage, vous avez des bas-reliefs représentant un souffleur de verre. En haut, ici à Haute-Serre, et en bas aussi, ce sont des éléments qui pourraient appartenir à des ateliers qui sont en réemploi dans des structures plus récentes. Et évidemment, l'indice le plus probant, c'est la présence de mobilier de verre qui sort de terre. On a aussi pu faire des prospections au magnétomètre sur les zones qui ont justement livré du mobilier. Et donc, je vous mets tout de suite les résultats qui ont été les plus probants. Ici, sur 2 sites à Font-Blanc, ici, on a un signal qui correspondrait à une structure de chauffe. Et ici, à la Tour du Roux, pareil. Donc, ce signal, il a été connu grâce au site du Pêche de l'Aigle que je vous ai montré, sur lequel le magnétomètre avait déjà été passé. Donc, on a eu un signal de référence pour un vestige qu'on connaissait bien. Et ça donnait ceci, 2 pôles de valeur négative en bleu et au milieu, une grosse valeur positive. Donc, pour conclure, grâce aux combinaisons des données historiographiques, archivistiques et archéologiques, 8 sites ont pu être identifiés de manière certaine. Donc, vous avez Font-Blanc, Haute-Serre et Laffage qui se trouvent sur le nord de la forêt, Lissard, Le Soz et Litre au sud, et le Pêche de l'Aigle et la Tour du Roux au centre de la forêt. Pour les autres ateliers, l'identification n'est pas certaine pour plusieurs raisons. Soit ils sont présents dans les sources, mais on n'a pas de preuves archéologiques, soit c'est l'inverse. Je pense d'ailleurs au site d'Alpouèche que Bernard et moi avons visité, où il y a beaucoup de mobilier qui sort, mais on n'a jamais vu ce site dans aucune source. Et même le mobilier est hors contexte, donc on ne peut pas trop savoir où est l'atelier. Il y a quelques sites aussi qui n'ont pas pu être prospectés faute de temps, malheureusement. Et j'ai le site de la Salvetat aussi qui est présent dans les sources, ici, associé à un verrier. Mais comme il n'y a pas de preuves archéologiques, on pense plutôt à un lieu d'habitat, en fait. Voilà, donc j'ai pu aussi reprendre le graphique que j'avais fait en première année avec les chronologies données par les éléments, les combinaisons que je vous ai présentées. Et donc, on a pu voir que la chronologie s'est affinée plutôt sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Voilà, ce qui est en vert, ce sont les chronologies données par la typologie. Donc, c'est des plages chronologiques larges. On ne peut pas encore donner, les bouts sont trop petits pour donner des dates précises. Donc, pour reprendre un peu les grandes lignes de ma présentation, les verriers ont un fonctionnement local.
collectif basé sur de nombreux échanges et qui est ancré dans une culture commune régionale. Les ressources nécessaires à la fabrication du verre sont prélevées dans un périmètre restreint autour des ateliers. La chronologie des ateliers a été affinée et s'est concentrée sur les XVIIe et XVIIIe siècles. Le verre de Grésine est autant bleu qu'incolore et la localisation des ateliers a été précisée et plusieurs indices prometteurs ont été relevés. Et je vous remercie pour votre écoute.